sur un sujet, le football, qui en terre clermontoise n'est peut-être pas le sport de prédilection, mais on va essayer de prêcher en tout cas pour cette pratique-là. Alors, j'ai prévu une intervention d'environ 45 minutes qui résume les grandes lignes de mon travail de doctorat, donc, qui a été publié par les presses universitaires de Rennes, que je remercie également puisqu'ils ont quand même contribué à ma présence ici ce soir, et qui est donc la publication de ce doctorat d'histoire sur le football parisien au sens large, puisque c'est Paris et ses banlieues. J'y reviendrai dans l'introduction. Alors pour commencer mon propos, quelques remarques et réflexions sur le paysage historiographique dans lequel mon travail s'est inscrit et qui est marqué par une émergence tardive du football comme objet d'histoire. Et on peut constater en effet, et c'est le constat moi que j'ai fait quand j'ai commencé mes travaux, que le paysage historiographique de l'histoire contemporaine s'est intéressé très tardivement à l'objet football, puisque c'est à partir de la fin des années 80 et surtout dans les années 90 que cette thématique va commencer à être l'objet de publications, de travaux, et c'est même la fin des années 90 pour que des doctorats soient soutenus, enfin quelques doctorats. Alors, retard français par rapport à quoi? Par rapport notamment au monde britannique, où le football est, dès les années 70, même peut-être un peu avant, un objet scientifiquement légitime dans le champ donc, historiographique. Alors, qui s'explique en Grande-Bretagne, bien sûr, sans doute parce que c'est quand même la nation du football, celle qui l'a inventé, celle qui l'a codifié, celle également qui l'a diffusé. Et le football est intégré très rapidement aux institutions sociales fortement légitimes, l'école, enfin le système éducatif, l'armée, mais c'est aussi sans doute parce qu'il devient, dès les années 1880, c'est-à-dire 20 ans après sa codification, le sport de prédilection de la classe ouvrière, des classes populaires, et par conséquent, au-delà de son importance même dans la société britannique, c'est une manière pour les historiens, notamment du social, d'accéder aux loisirs des classes populaires. Alors en France, le sport, mais encore plus précisément sans doute, et plus spécifiquement le football, s'est développé en marge de l'identité nationale, puisque le vecteur privilégié du patriotisme républicain était, depuis les années 1870, la gymnastique, et du coup, le sport et le football n'ont pas trouvé de place dans l'affirmation de l'identité nationale française à la fin du XIXe siècle. Et le lien avec les classes populaires, on le verra aussi, est beaucoup moins évident qu'en Grande-Bretagne. Également, l'histoire sociale s'est sans doute désintéressée pendant de nombreuses années aux questions du divertissement, du loisir des ouvriers, alors que l'histoire culturelle s'est pendant très longtemps intéressée à l'histoire culturelle, ou en tout cas aux pratiques culturelles des élites, plus que des classes populaires et des classes moyennes. Alors, comment est-ce que cette marginalité initiale du football, dans les sciences historiques, va progressivement laisser place à une visibilité croissante? C'est lié, à mon avis, à trois dynamiques complémentaires et successives. C'est d'abord une stratégie qui va être adoptée par certains chercheurs d'essayer de légitimer l'objet, d'accroître sa visibilité autour de l'opportunité de l'événement. Et c'est quoi l'opportunité de l'événement? C'est l'opportunité médiatique offerte par l'organisation d'un événement sportif, puisque vous le savez, le sport va être de plus en plus médiatisé dans la deuxième moitié du XXe siècle, et il y a une partie des chercheurs qui vont essayer de porter l'intérêt pour les pratiques sportives, et notamment pour le football, à l'occasion des grandes compétitions. C'est donc une manière de contourner la disgrâce académique, en utilisant donc une fenêtre médiatique qui va stimuler les publications scientifiques. Un exemple, la revue d'histoire XXe siècle, que vous connaissez sans doute, qui est donc une revue reconnue. En 1990, elle va publier en fait un premier numéro consacré au football, lié justement à l'organisation d'une Coupe du Monde en Italie, qui est vue comme
le football italien, dans les années 80 et les années 90, c'est quand même une grande nation de football. C'est peut-être un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais en tout cas, c'était une manière de rendre hommage à cette pratique et de la légitimer dans des papiers publiés par des spécialistes d'histoire sociale, d'histoire politique, bref. C'est quand même, sans doute, cette publication en 90, une date importante. Alors en France, au-delà de cette première publication, il y a eu bien sûr ce qu'on peut appeler l'effet 98, hein, puisque l'organisation et surtout la victoire et la célébration dans une forme d'hystérie collective de cette victoire a aussi amplifié ce phénomène, a amené sans doute le football à occuper une place importante dans le débat public, avec quand même sur cette première dynamique de critiques qu'on pourrait faire en termes de légitimité scientifique et même académique. C'est que d'abord, souvent, quand on lit trop étroitement la demande sociale, le contexte médiatique et la recherche scientifique, on peut être amené à faire des analyses un peu précipitées, et c'est par exemple la question de la France Black Blamber, qui à un moment donné a pu être montée en épingle, mais qui n'a pas forcément résisté à des épisodes qui ont succédé à cette célébration sans doute un peu éphémère. Et c'est aussi, souvent en utilisant la fenêtre médiatique, les chercheurs peuvent perdre parfois la spécificité et la rigueur de la science historique et créer des situations d'ambiguïté, de trouble dans la démarche avec, par exemple, les écrits journalistiques. Donc ça serait une première critique de cette démarche. La deuxième étant que quand on se focalise sur un événement médiatique, une compétition internationale, on fait de l'histoire par le haut, c'est-à-dire on fait de l'histoire par le sport spectaculaire, par le sport professionnel, mais finalement, au-delà des équipes les plus médiatisées des événements planétaires, on satisfait sans doute la curiosité intellectuelle d'un public bienveillant, mais la légitimité scientifique est encore limitée, puisqu'on est sur l'écume du sport et pas sur ses forces profondes. Alors au-delà de cette opportunité de l'événement, il y a eu une deuxième stratégie sur laquelle je vais être beaucoup plus bref, c'est le détour par l'étranger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le football était en France un objet taxé d'indignité culturelle, eh ben, l'idée c'était de travailler sur le football étranger, notamment là où il avait une importance sociale, Italie, Angleterre, pour essayer de le faire entrer comme un objet scientifique légitime. Et on a des travaux, des monographies donc sur Turin, sur Manchester, qui vont justement essayer de porter la légitimité scientifique du football à partir de ces terres de prédilection. Enfin, dans un dernier temps, et c'est à partir des années 2000, on a l'émergence de travaux, et là qui sont dans une perspective académique véritablement, sur la politisation du football, qui fait sans doute entrer cet objet d'étude dans le champ scientifique de plein pied. Par exemple, je pense aux travaux donc, de Marion Fontaine sur la question donc, du développement du football en territoire minier, où elle travaille sur les liens entre un club, donc le Racing Club de Lens, la municipalité lensoise et le monde de la mine, c'est-à-dire à la fois les mineurs mais aussi les patrons. Et il y a également sur la politisation le travail de Fabien Archambault sur le développement et la popularisation du football en Italie autour de la rivalité socio-culturelle entre le Parti communiste et l'Église catholique. Bref, porté par ces diverses évolutions, j'ai entrepris dans mon doctorat d'histoire de travailler sur le football parisien. Alors pourquoi le football parisien? Eh bien, déjà il y avait peu de travaux sur le football français, et il y a toujours, même si les choses sont peut-être en train de bouger un peu, en tout cas de manière apparente, une spécificité très forte en France, puisque en région parisienne, on a un vivier de pratiquants qui est conséquent, mais il y a une faible visibilité spatiale et peu d'engouement populaire pour cette pratique à l'échelle du XXe siècle. Et donc, l'idée était d'essayer de comprendre cette spécificité du football français, où la région parisienne est un apparent désert footballistique, alors même qu'elle est la capitale d'un État hyper centralisé, notamment dans le domaine de la culture. Et donc, c'était essayer de comprendre comment cette culture sportive-là avait une trajectoire qui était en contradiction avec les autres domaines, sans doute plus légitimes, des pratiques et des productions culturelles. Alors, le cadre géographique que j'ai choisi, c'était le département de la Seine, qui est un département qui n'existe plus, mais qui regroupe la ville de Paris, ses 20 arrondissements, et 79 communes de banlieue, donc de banlieues proches et éloignées, département qui a éclaté en 1964.
Alors pourquoi choisir un cadre départemental? Déjà, il y a une homogénéité archivistique qui se joue, mais il y avait aussi la volonté de mettre en tension Paris avec ses banlieues et avec des banlieues hétérogènes, parce que la banlieue parisienne, à cette époque-là, il y a des banlieues qui sont très urbanisées, très industrialisées, et puis quand on s'éloigne un peu et qu'on va vers le sud, on a encore des banlieues qui sont très peu urbanisées et à dominante rurale. Donc c'était une manière de mettre en tension aussi des espaces extrêmement diversifiés. Alors, je vais essayer de présenter mon travail, enfin cette démarche en tout cas, autour de 3 points. 3 points qui sont aussi des partis pris, puisque j'ai adopté une démarche qui n'était pas une démarche chronologique, mais plutôt thématique, avec une évolution chronologique à l'intérieur. C'est donc une étude du football parisien, d'abord par ses institutions, le développement de ses institutions, par ses territoires et par les enjeux socio-culturels qui en font un loisir dont la visibilité, mais aussi la légitimité ne cesse de s'affirmer durant la période que j'ai étudiée, c'est-à-dire la première moitié du XXe siècle. Alors, une étude du football parisien, d'abord, par ses institutions, c'est-à-dire au sens large, ses clubs et ses fédérations, avec un parti pris méthodologique que j'avais choisi et qui prend un peu le contre-pied de certains travaux, c'est d'essayer de considérer toute forme de pratique, toute institution comme légitime. Alors certes, il y a un élément qui est quand même l'effet du nombre, qui doit être pris en considération, mais c'était d'essayer d'étudier le football dans toutes ses ramifications institutionnelles pour ne pas succomber à une démarche un peu téléologique qui peut faire basculer le regard du chercheur vers les pratiques les plus visibles, les pratiques les plus médiatiques, qui ne sont pas forcément, notamment au moment du développement d'un phénomène, les plus intéressantes. Donc il faut essayer de garder en tension et en jeu toutes les pratiques pour essayer de comprendre non seulement ce que représente le football dans sa globalité, et puis aussi d'essayer de comprendre les spécificités du coup de chacune de ces pratiques qui sont juxtaposées, qui peuvent être rivales et concurrentes ou parfois complémentaires. Alors, ça permet aussi cette ouverture large de la focale d'observer finalement la diffusion d'un phénomène et de voir son acclimatation en fonction des milieux socioculturels dans lesquels il s'ancre, en fonction de l'appartenance sociale des membres des clubs, des valeurs qu'ils attribuent au sport et qui donnent une dimension spécifique. Par exemple, le football est pendant très longtemps méprisé dans les milieux de la grande bourgeoisie ou de l'aristocratie parisienne, et dans ces grands clubs-là, par exemple le Racing Club de France, le Stade Français, le football a beaucoup de mal à s'implanter parce qu'il est une pratique qui vient d'Angleterre, alors ça c'est pas gênant, mais parce qu'il est professionnalisé depuis 1885, et quand il arrive, il est déjà en partie aussi popularisé. Et les jeunes issus de l'élite parisienne font du sport une école des vertus de désintéressement, et le désintéressement, c'est ce qui s'oppose à la professionnalisation et à la commercialisation d'un loisir. Et donc, il est rejeté en partie par ces franges des amateurs de sport, qui vont plutôt se tourner vers le rugby ou vers l'athlétisme. A contrario, le football, au même moment, va être valorisé dans d'autres institutions, notamment dans la Fédération des patronages catholiques, les patronages catholiques faisant du sport et notamment du football, qui est populaire et donc qui a une grande vertu, c'est celle d'être susceptible d'attirer ou de remettre dans le giron, de replacer dans le giron de l'Église la jeunesse urbaine ouvrière déchristianisée à la fin du XIXe siècle. Et donc on voit bien qu'une même propriété sociale d'une pratique peut, dans certains milieux, être vue comme un atout et va donc être un vecteur de promotion et de diffusion de cette pratique, institutionnelle mais sociale aussi, et dans d'autres milieux, réagir complètement différemment, avec une forme d'aversion pour une pratique qui est populaire. Donc, ça c'était juste un petit point méthodologique, mais qui me paraît important, parce qu'on ne peut pas comprendre la spécificité, à mon avis, de l'implantation d'une pratique de loisir si on n'essaie pas justement de conjuguer et d'associer ces différentes spécificités. Alors, pour reprendre une trame chronologique dans cette partie institutionnelle, comment apparaît le football parisien donc, au tournant des 19 et 20e siècles? Il y a 3 voies privilégiées. Il y a d'abord, bien sûr, la question de la présence étrangère à Paris, et notamment des Britanniques. Vous le savez sans doute, les Britanniques, l'Angleterre, c'est quand même la grande puissance économique mondiale dans la deuxième moitié du 19e. Les Anglais sont partout, et ils sont notamment dans les ports et les grandes métropoles européennes. Et Paris, bien sûr,
et la ville qui compte sans doute le plus de Britanniques à la fin du XIXe siècle. Notamment beaucoup de commerçants, d'employés de commerce, de banques, qui vont fonder des clubs pour reproduire une sociabilité sportive qui est constitutive, qui est un héritage de leur pratique outre-Manche et qui est constitutive de leur identité britannique, notamment en situation d'éloignement par rapport à la mère patrie. Et cette sociabilité britannique va, entre guillemets, être perçue parce que les Britanniques jouent dans des espaces publics, dans les bois, et par mimétisme, une frange alors, marginale, mais en tout cas, c'est un élément quand même important, de jeunes étudiants français vont entrer en contact avec ces Britanniques. Donc on a un premier vecteur de diffusion qui est la présence de Britanniques en France, et notamment en région parisienne. Deuxième voie d'entrée, c'est les lycéens et les étudiants qui vont faire des séjours linguistiques outre-Manche et qui vont se familiariser avec les pratiques sportives, et une partie d'entre eux va se familiariser avec le football. Alors, on pourrait dire, mais pourquoi, quelle frange en fait des étudiants, parce qu'il y a une grande hétérogénéité dans le monde étudiant parisien à cette époque, et en fait ce sont surtout les étudiants des collèges municipaux qui sont en fait des établissements un peu moins prestigieux que les lycées d'État, où on a une sociologie des étudiants qui est du coup dans les classes moyennes. Alors classe moyenne ça ne veut pas dire grand chose non plus, mais c'est souvent des enfants de petits fonctionnaires, d'employés, d'artisans, et qui vont aller donc à la découverte de la langue, enfin en tout cas qui vont faire des séjours linguistiques en Angleterre, en Écosse aussi parfois, et qui vont ramener des ballons et des règlements et vouloir ancrer la pratique à leur retour dans leur pays. Il y a aussi le rôle des enseignants anglais, qui eux aussi étant en contact avec la Grande-Bretagne, sont familiers de ces pratiques. Alors, juste sur la spécificité du football, c'est que comme, entre guillemets, cette pratique elle est socialement disponible pour les enfants de la petite bourgeoisie ou des classes moyennes, parce que c'est pas une pratique qui est associée aux valeurs de l'élite sociale, et donc elle va pouvoir rapidement être, entre guillemets, adoptée par des élèves et des étudiants qui sont justement dans un entre-deux, qui n'appartiennent pas à l'élite sociale parisienne. Et enfin, on a la stratégie de certaines institutions sociales, alors les patronages catholiques parisiens, mais aussi le patronat, qui, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai rapidement après, intègrent le football dans leurs activités. Alors cette pratique, au moment où elle commence à s'implanter en région parisienne, elle est essentiellement masculine. Elle est aussi assez marginale dans les institutions sportives. Le paysage sportif de l'époque, c'est un paysage qui est multisport, parce qu'on part du principe que pratiquer plusieurs activités sportives, c'est ça qui aboutit au développement à la fois athlétique et moral de l'individu complet. Et la spécialisation sportive, c'est vu comme une des portes d'entrée dans la professionnalisation, dans la commercialisation du sport, et souvent les institutions sportives, elles combattent le fait de ne pratiquer qu'une seule discipline sportive. Et du coup, le football, il est, alors je ne vais pas dire prisonnier, mais en tout cas, il est intégré à une pluralité de pratiques dans les institutions. Et il est souvent en position fragile, parce qu'il reste quand même associé à ce qu'il est devenu en Angleterre. Et enfin, et c'est sans doute aussi une explication de sa marginalité à l'intérieur des institutions sportives françaises, c'est que les joueurs et les responsables, les premiers dirigeants, qu'ils soient français ou britanniques, ils n'appartiennent pas à l'élite sociale, soit par leur métier, soit par leur âge, c'est-à-dire leur jeunesse, ou le fait que ce sont des employés ou des petits artisans. Et du coup, ce manque de capital socioculturel fait que les promoteurs du football dans les fédérations à l'intérieur desquelles cette pratique se déploie, eh bien, entre guillemets, sont tenus par les présidents de clubs, de fédérations qui, eux, sont des individus avec une forte assise socio-économique. Et donc, sans doute que la marginalité du football, elle tient aussi à ceux qui le portent et le pratiquent. Alors, deuxième idée, dans ces débuts, quelle est la place et le rôle du football du football parisien dans le développement du football hexagonal, puisque quand on travaille sur
Paris, on travaille aussi sur le rapport au reste de l'Hexagone. Et en fait, cette période qui pourtant, c'est une période un peu paradoxale, parce que le football est pratiqué, mais il est plutôt marginal, il est vu comme une pratique dangereuse, un peu déviante, mais c'est le moment où, dans ce développement-là du football, la région parisienne et les clubs parisiens rayonnent véritablement sur le reste de l'Hexagone. Du fait d'abord d'une supériorité sportive, puisque la présence des Britanniques, qui sont rompus depuis plusieurs décennies à la pratique, parce qu'ils ont l'initiative aussi de créer des compétitions, parce qu'ils ont aussi l'initiative d'inviter des clubs anglais, qui du coup font des démonstrations de jeu devant les jeunes parisiens, eh bien, permet aux pratiquants parisiens et aux dirigeants d'avoir un temps d'avance sur le football provincial. Et ce sont même ces dirigeants parisiens, ces équipes parisiennes, qui vont dans des matchs qu'on appelle des matchs d'exhibition, montrer les dernières trouvailles, les derniers gestes, les derniers schémas que les Britanniques leur ont apportés. Donc là, on a ce phénomène de circulation d'une pratique depuis un pôle central et qui se diffuse à l'échelle de l'Hexagone. Et donc, le football est dans une situation paradoxale, puisqu'il est à la fois marginalisé, mais en même temps, c'est Paris qui tient une forme de leadership. Leadership aussi lié au pouvoir décisionnel très fort des dirigeants parisiens, qui occupent des fonctions centrales dans les différentes fédérations. Bon, on est dans une période où la structuration du mouvement sportif est encore rudimentaire, et finalement, il y a une forme de rente de localisation, c'est-à-dire que les dirigeants des clubs parisiens sont souvent ceux qui peuplent les fédérations et les institutions nationales, parce qu'il y a des questions de frais de déplacement, de temps à consacrer aux tâches administratives. On est dans un pays hyper centralisé. Là, il y a une rente de position, une rente de situation qui joue au moins sur les premières années, tant que la commercialisation du football n'a pas encore atteint une échelle très conséquente. Et enfin, il y a aussi un autre phénomène, c'est la concentration à Paris de la presse sportive, qui permet aux clubs, aux dirigeants, mais aussi aux joueurs, d'avoir une très forte exposition médiatique. Et ça joue sans doute dans le rayonnement de la pratique parisienne. Alors, dans le jeu des institutions, il y a un vrai basculement qui se situe dans l'entre-deux-guerres. Et l'entre-deux-guerres va être, au contraire, une période durant laquelle la domination sportive et institutionnelle du football parisien va rentrer dans un lent déclin, mais dans un déclin qui est sans doute irrémédiable, au moins jusqu'aux années 50. Alors, à l'échelle nationale, on a un événement qui va bouleverser la donne, c'est la création d'une institution autonome du football. Je vous ai dit qu'avant la guerre, il y a des fédérations qui sont omnisports, multisports, et bien à partir de 1919, il y a l'ancêtre de la Fédération française de football, qui s'appelle la Fédération française de football association, mais passons, c'est un détail, et qui va du coup s'imposer, et qui va attirer les clubs qui sont éparpillés dans les fédérations sportives rivales d'avant-guerre, autour d'une espèce d'œcuménisme fédéral fondé sur la primauté de la technique sur les considérations politiques ou sur les appartenances religieuses. Et là, on a une situation qui n'est pas monopolistique, mais en tout cas hégémonique, qui va considérablement affecter la place du football parisien. Alors, pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, la transformation institutionnelle est aussi une transformation territoriale. Pourquoi est-ce que c'est une transformation territoriale? Parce que la Fédération française de football va organiser des compétitions nationales, avec d'une part la création d'une compétition, la Coupe de France, qui va être une compétition nationale, puis le championnat de France professionnel, à partir de 1932, qui va aussi être une compétition nationale. Et une sélection, la mise en place d'une sélection nationale. Alors avant, il y a des sélections, mais qui ne sont pas vraiment aussi importantes que la fédération de la de la sélection de la FFF. Et là, du coup, on a non seulement une intensification des rencontres entre Paris et la province, mais une tension très forte qui va se jouer entre ces deux espaces. Et l'autonomisation et la nationalisation du football va aboutir donc au déclin de l'influence parisienne. Comment? Eh bien, d'abord, les dirigeants parisiens vont devenir en fait des dirigeants régionaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une institution se nationalise, elle va intégrer les dirigeants provinciaux dans son organigramme, et les dirigeants parisiens vont se retrouver les égaux des dirigeants provinciaux, et Paris va être en fait une forme de province, de ligue provinciale à l'intérieur d'un dispositif national. Et donc il y a une forme de provincialisation de Paris,
du fait de la nationalisation opérée par la Fédération française de football. Et on a d'ailleurs l'émergence de grands dirigeants provinciaux. Il y a par exemple Emmanuel Gambardella, qui vient du Sud-Est, il y a Henri Joris, de Lille, et on a au même moment l'émergence de clubs de province qui vont pouvoir s'appuyer sur une identité régionale forte, qui vont pouvoir s'appuyer aussi sur l'aide d'industriels, de négociants ou de municipalités qui ont compris le pouvoir symbolique, sans doute, de la victoire sportive. Et la professionnalisation va accentuer ce déclin parisien, car les investisseurs en région parisienne sont peu nombreux. Il y a de nombreux clubs qui créent une forte concurrence dans la capitale et qui se disputent du coup les affluences qui sont quand même le nerf de la guerre économique, et il n'y a pas d'identité forte. On pourra y revenir par la suite. À l'échelle du département également, le football parisien est fragilisé, puisque avant, il y avait une forme d'indifférenciation entre Paris et ses banlieues, dans la mesure où les clubs naissaient généralement dans Paris intramuros, depuis les collèges municipaux notamment, depuis les Britanniques qui étaient implantés dans Paris-Centre ou dans la Petite Couronne, et puis il y avait une migration qui s'opérait des clubs qui ne trouvaient plus de terrain et qui du coup pratiquaient, louaient des terrains en banlieue proches ou éloignés. Et là, en fait, il y avait une forme de complémentarité entre Paris et ses provinces, autour de clubs qui gardaient leurs sièges sociaux dans les arrondissements parisiens, mais qui, pour leurs activités sportives, se déployaient dans la grande ou la petite banlieue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'entre-deux-guerres, il y a une municipalisation de la vie sportive dans les banlieues. Et cette municipalisation de la vie sportive, elle prend une forme qui est la réappropriation de son territoire communal. Et les maires de banlieue vont non seulement développer des clubs sportifs à forte identité locale, mais ce développement va s'accompagner de la multiplication d'infrastructures qui souvent vont expulser les clubs qui étaient nés de la force centrifuge d'avant-guerre, qui sont des clubs parisiens historiques et qui vont soit être obligés de fusionner avec les clubs de banlieue et perdre une partie de leur identité, soit être voués même à disparaître. Du coup, on a un renversement important, et le football parisien tel qu'il était rayonnant dans la période de l'avant-première guerre mondiale devient une province du football hexagonal. Cela dit, cette étude des institutions ne permet pas de saisir tous les enjeux de la spécificité du football parisien à l'échelle hexagonale, et j'ai choisi d'étudier dans un deuxième temps la question du football parisien en essayant de le penser comme une pratique territorialisée. Pourquoi ? Eh bien parce que la spatialisation des pratiques culturelles me paraît extrêmement importante pour leur ancrage, pour leur pérennité. C'est dans la relation intime avec un territoire que l'on parvient à s'imposer dans un paysage de loisirs, de pratiques, de spectacles. Et d'autre part, les contours de la restitution d'un projet de recherche doivent aussi tenir compte de la nature des archives qui sont trouvées. Quand on part sur un sujet de thèse comme celui-là, on a très peu de vues sur l'ensemble des archives que l'on pourra mobiliser. Et au bout de 3 ans de recherche archivistique et de compilation, je me suis rendu compte que la question spatiale, et que les archives qui donnaient une très forte dimension spatiale à mon objet, m'engageaient à restituer aussi cette épaisseur archivistique, ce poids de l'archive qui était de nature spatiale. Alors, du coup, la question que je me suis posée dans ce deuxième temps, c'était comment une pratique apparaît et comment elle s'ancre surtout dans un espace urbain qui, plus est, soumis à une forte pression des constructions, à une forte urbanisation, et essayer de comprendre aussi quels enjeux sociaux, culturels, l'approche spatiale d'une pratique sportive pouvait faire ressortir. Alors, je suis parti dans des lectures qui m'ont conduit à des travaux de géographes et qui m'ont amené à adopter non pas le terme d'espace, voilà, bon, ça, version la plus note, mais le terme de territoire, qui me semblait intéressant en ce qu'il renvoyait à la fois à une dimension affective, c'est-à-dire la représentation subjective et l'appropriation d'un espace que l'on fait sien, mais aussi à l'espace comme construction sociale et politique, c'est-à-dire comme un marqueur identitaire, et notamment
par ceux qui vont l'administrer, c'est-à-dire les autorités sociales et politiques qui vont faire de ce territoire le leur. Et donc ça me paraissait intéressant de réfléchir à cette notion. Alors, première piste que j'ai explorée, c'est quels sont les différents modes d'implantation spatiaux du football en région parisienne. Et là, on est amené donc à travailler dans un cadre spatio-temporel extrêmement évolutif, puisque au début de la période, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, ce sont des espaces surtout informels, et notamment les espaces publics, les parcs, mais aussi les bois parisiens, Vincennes, Boulogne, ou encore les marches urbaines, notamment la zone non naificandi des fortifications de l'enceinte parisienne, qui sont les lieux de prédilection des premières joutes footballistiques. Mais ces espaces-là, qui sont des espaces informels et qui commencent à se formaliser avec la matérialisation des terrains, etc., vont connaître un reflux avec les interdictions municipales qui vont se multiplier, mais aussi les avancées du front de l'urbanisation. D'où l'importance pour la survie de la pratique, et la survie notamment de la pratique associative, des acquisitions par les dirigeants de clubs, mais aussi par les patrons qui vont multiplier les acquisitions de baux sous forme de baux locatifs ou carrément des achats de terrains. Il y a aussi, donc ça c'est les deux modes privilégiés d'implantation avant la Première Guerre mondiale, et ensuite, à partir de l'entre-deux-guerres, à partir du moment où il y a une politique municipale, eh bien c'est la municipalisation de l'espace des sports, notamment en banlieue, qui va assurer la survie et la pérennité des clubs. Enfin, Paris, c'est quand même la capitale du sport-spectacle dans l'Hexagone, et l'entrée du football se fait aussi dans les enceintes commerciales, timidement avant la Première Guerre mondiale, et de manière beaucoup plus systématique à partir de l'entre-deux-guerres, notamment parce qu'il y a une très forte relation entre les dirigeants de clubs, les dirigeants fédéraux, les propriétaires ou les actionnaires des enceintes sportives, par exemple le Vélodrome du Parc des Princes, et la presse sportive commerciale. Et tout ce petit monde va, entre guillemets, contribuer à faire entrer le football au milieu des vélodromes et à en faire un spectacle privé. D'autant que la région parisienne a un marché de consommateurs du spectacle sportif comme nulle autre métropole. Alors, les enjeux sociopolitiques de cette approche spatiale, eh bien, ils sont nombreux. En tout cas, cette approche spatiale en fait ressortir plusieurs. Je vais passer rapidement sur ces différents aspects. Première, il y en a trois essentiels, qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est que l'acquisition et la gestion de ces espaces sportifs, que ce soit par les dirigeants, par les élus ou par les patrons, ils permettent d'opérer un contrôle social des pratiquants. Et on voit comment se met en place autour de l'acquisition et de la sédentarisation des installations sportives un contrôle sur la sociabilité associative et même plus largement sur les loisirs familiaux, puisque le stade va devenir non seulement, mais le stade, pas uniquement le stade commercial, même plutôt le stade municipal, le stade associatif, va, entre guillemets, le temps qui va être investi dans ce stade ne va pas être uniquement le temps de la rencontre, le temps de la compétition, mais ça va être aussi le temps de l'entre-soi associatif, et on va essayer de dilater le temps dans cet espace qui est pourtant sportif. Donc avec la création d'une buvette, avec la création de jardins pour enfants, avec la création de mares pour aller pêcher en dehors des rencontres sportives. Donc on voit bien qu'il y a tout un dispositif qui se met en place et on comprend pourquoi les patrons, notamment à partir de l'entre-deux-guerres, vont être très friands de ces installations sportives qui va leur permettre d'opérer un contrôle social global sur les employés, notamment à partir des loisirs. Ces aménagements consacrés au football servent aussi à l'affirmation des identités locales, notamment pour les communes de la Seine et notamment de banlieue, puisque l'érection d'un stade va être pensée et célébrée comme une réappropriation d'un territoire communal par des acteurs locaux qui sont souvent fraîchement élus, puisqu'il y a un fort renouvellement du personnel politique dans les années 20 et surtout dans les années 30 avec la poussée du Parti communiste, qui fait que le stade va être un peu comme l'école dans la période précédente, l'étendard de l'identité locale et communale. Et enfin, ces espaces du football deviennent également des vecteurs de la politisation des populations qui sont des populations souvent aussi fraîchement arrivées dans ces espaces, et l'espace du football devient
dans les communes où il n'y a pas suffisamment d'installations, un enjeu électoral, un enjeu du débat électoral, mais devient aussi, une fois qu'il est construit, un outil de mobilisation politique. Par exemple, le PCF va beaucoup utiliser les stades des communes de la banlieue rouge pour organiser des kermesses et des meetings dans la mobilisation de la lutte contre la guerre et le fascisme à partir de 1934, mais aussi un outil de consécration politique. Et là, il y a toute une étude que j'ai sans doute bâclée sur les inaugurations de stades qui montre comment le personnel politique arrive à se mettre en avant à l'occasion de ces inaugurations. Donc les territoires me paraissent importants pour ces aspects-là et ont révélé, me semble-t-il, des éléments extrêmement intéressants. Alors, troisième aspect, puis pour terminer cet exposé qui ne doit pas traîner en longueur, il me reste une dizaine de minutes et je pense que je vais à peu près tenir le temps de parole que vous m'avez octroyé. Quelles sont les transformations socio-culturelles du football parisien dans la première moitié du XXe siècle? Et avec une question latente, c'est comment une pratique marginale, qui au départ est décriée, va devenir un spectacle pratiquement populaire, pas totalement, la popularisation se fait sans doute au-delà de la période que j'ai étudiée, mais aussi au moins une pratique respectable. Alors, d'abord, pour comprendre cette progressive respectabilité, il faut essayer de comprendre qui pratique le football au cours de la période étudiée. Donc je vous ai donné quelques indices, puisque avant la guerre, le football, c'est donc un vecteur de l'affirmation d'une identité masculine, mais de catégories bien ciblées. Ce sont donc les classes moyennes, catégorie très large, plus précisément donc le monde des petits employés, des petits artisans, des ouvriers qualifiés. Mais quand même, on a surtout des employés de commerce, des employés de banque, des employés d'assurance, et qui, par la brutalité qu'elles manifestent sur le terrain, par les rites de sociabilité qu'elles organisent, notamment autour des beuveries, de la tabagie, eh bien, semble confirmer que le football est bien un des précarés de l'affirmation de la masculinité pour ces catégories sociales-là, puisque ces catégories sociales sont celles, puisqu'elles appartiennent à ce qu'on pourrait appeler le secteur tertiaire, qui est en pleine expansion en région parisienne à la fin du 19e et dans la première moitié du 20e. Donc ce sont ces travailleurs-là qui sont le plus exposés, premièrement à la sédentarisation de leurs tâches, mais également à la féminisation de ces travaux, puisque c'est là où les dactylos, par exemple, vont arriver dans les secrétariats. Et donc, on peut se demander si le football n'est pas un espace masculin qui va permettre de préserver une forme d'identité en péril dans le monde socio-professionnel. En tout cas, c'est une piste, c'est pas une certitude, mais quand on regarde un petit peu les comportements sur le terrain, la sociologie des pratiquants et puis les formes que prennent cette sociabilité, on a le sentiment que là, on a une forme de mécanisme identitaire qui se manifeste. Alors, la question de la popularisation de cette pratique, elle s'opère progressivement. Il faut attendre, sans doute... Alors, excusez-moi, cette frange de la population que je viens d'évoquer, elle est un peu inclassable, parce que c'est une classe moyenne, mais en même temps, c'est les ouvriers qualifiés, sont souvent aussi bien, voire mieux rémunérés, ils ont peut-être une plus grande stabilité de l'emploi, donc derrière la catégorie classe moyenne, il ne faut pas penser que ces individus qui sont forcément protégés du licenciement, de la précarité, donc il y a une forme de fragilité de ces individus. Mais pour que véritablement le football descende dans les classes populaires, il faut attendre sans doute les années 30, sous l'effet, avec donc un investissement plus massif, sous l'effet de 3 changements. Le premier, c'est les avancées sociales du Front populaire, qui donc va mettre en place une législation permettant de libérer du temps de loisir. C'est aussi la politique municipale des sports en banlieue, qui va permettre d'aménager des espaces et des associations, des organisations pour ce public, ces pratiquants-là. Et enfin, la valorisation très tardive, les années 30, du football à l'intérieur des organisations sportives ouvrières. En tout cas, qui se définissent comme des organisations sportives organisées pour le loisir des ouvriers. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la FSGT, et qui a porté plusieurs noms,
puisqu'elle a subi les mêmes clivages que le monde syndical au début des années 20. Alors, parmi les transformations socioculturelles, il y a aussi l'émergence très forte des identités locales. En effet, on a évoqué l'entre-soi de certains groupes sociaux qui s'affirment donc dans un contexte bien particulier, mais il y a d'autres modes d'appartenance qui se mettent en place au cours de la période envisagée. C'est d'abord le développement d'une pratique sportive communautaire. Vous avez une multiplication à partir des années 10 et des années 20 des clubs de provinciaux, des clubs d'étrangers qui se montent, donc clubs sportifs, autour de figures qu'on peut qualifier d'entrepreneurs identitaires, c'est-à-dire des individus qui vont créer l'identité. Une identité plus imaginée que réelle. Alors, parmi les exemples que j'ai choisi de développer, souvent c'est plus politiquement correct de développer des clubs d'immigrés, mais j'ai choisi un club provincial pour vous montrer un peu le fonctionnement de ce développement, et pas n'importe lequel, puisque je vais vous parler de l'Union sportive du Massif central, qui est donc le club sportif des Auvergnats de Paris, qui est créé en 1922. Il est créé donc par la famille Bonnet, notamment Louis Bonnet, le fils du fondateur aurillacois de l'Auvergnat de Paris. L'Auvergnat de Paris, c'est donc un journal hebdomadaire de mémoire, ou peut-être bi-hebdomadaire, qui donc couvre les activités des communautés auvergnates implantées en région parisienne, et qui est une espèce de trait d'union entre la capitale et la petite patrie qu'on a laissée provisoirement de côté. Et en fait, l'Union sportive, alors l'USMC, si vous me permettez cette terminologie, va être utilisée pour fédérer la communauté auvergnate, de regrouper sous la même bannière sportive les Auvergnats de Paris, qui sont en fait éparpillés dans une sociabilité qui est la sociabilité des amicales, qui est fondée sur l'appartenance locale, villageoise ou professionnelle, socio-professionnelle. Et la structure sportive va être une manière de transcender les clivages, soit socio-professionnels, soit locaux de ces Auvergnats, et d'essayer de les réutiliser pour fédérer une communauté imaginée. D'autant qu'on est dans un contexte d'assez forte tension entre les migrants, notamment avec les Lozériens et les Aveyronais. Alors les Lozériens sont quand même une population qui est à la lisière du Massif central et qui est intégrée en tant que telle dans la Ligue auvergnate et du Massif central, que préside par ailleurs la famille Bonnet, de père en fils. Et donc on voit bien comment ici, il y a des entrepreneurs d'identité, alors ici c'est régional, et c'est vrai aussi pour national, qui vont essayer d'utiliser le sport. Alors le football, mais dans ce cas précis, bien entendu aussi le rugby, qui va sans doute mieux résister à la crise que connaît l'association à la fin des années 30, mais bon, le succès est quand même limité. Je reviens, je ne m'attarde pas là-dessus, c'était pour vous donner un exemple de ce type d'affirmation identitaire. Il y a aussi, bien sûr, l'affirmation d'une identité locale. J'ai parlé de la cristallisation d'un sentiment identitaire autour de la construction d'installations sportives, mais on a aussi autour de l'équipe locale un patriotisme de clocher qui se met en place en Seine-Banlieue, avec une équipe qui va être soutenue par la municipalité, sur un terrain municipal, et avec un public local qui n'est pas négligeable, puisqu'on a souvent plusieurs milliers de spectateurs. Alors ça n'atteint jamais la dizaine de milliers, mais entre 1000 et 5000 spectateurs à Vitry, à Bagneux ou à Boulogne. Et donc, il y a là aussi une identité locale qui se manifeste. Troisième et dernier point, la transformation de la légitimité de cette pratique. C'est-à-dire que si à un moment donné, cette pratique sort de sa marginalité, c'est qu'il y a aussi une opération de légitimation qui s'effectue au cours de la période. Cette pratique est marginale et illégitime avant, on va considérer avant la Première Guerre mondiale, même si les frontières ne sont pas aussi imperméables. C'est des processus qui sont souvent beaucoup plus longs et complexes, mais si on devait caricaturer, ce serait plutôt une césure dans ces eaux-là. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une pratique violente, et c'est une pratique sans doute, de mon point de vue, beaucoup plus violente que le rugby, à cette époque-là. Il y a beaucoup plus de blessures, les contacts sont beaucoup plus rugueux, le rugby ne s'est pas encore vraiment ruralisé, les mêlées ne sont pas systématiques,
c'est plutôt l'évitement qui se joue. C'est un jeu où il y a peu de plaquage, peu de regroupement, le rugby, donc il est moins violent que le foot qui connaît d'importants accidents, notamment du fait de l'absence de maîtrise technique d'un grand nombre de pratiquants, mais aussi des enjeux identitaires, enfin, des enjeux sociaux que j'ai évoqués précédemment, liés à la sociologie des pratiquants. Alors, cette marginalisation du football va progressivement, entre guillemets, s'estomper sous l'effet de plusieurs effets. Donc j'ai parlé de l'autonomisation de la pratique. Il y a aussi une progressive différenciation des tâches entre dirigeants et joueurs qui n'est pas évidente au début et qui fait qu'il y a, alors c'est pas une professionnalisation, mais en tout cas il y a des compétences dirigeantes qui vont émerger et qui vont faire que ces nouveaux dirigeants du football vont partir à la quête d'une nouvelle légitimité de la pratique qu'ils administrent et qu'ils essayent de promouvoir. Et donc on a l'orchestration d'une nouvelle image du football qui passe par plusieurs biais, par plusieurs canaux. Le premier, et c'est en ça qu'il y a une rupture autour de la Première Guerre mondiale, c'est la volonté de survaloriser sans doute la participation des footballeurs à la défense de la patrie à l'occasion de leur participation à la guerre. Et il y a une véritable campagne de presse qui est opérée, alors elle est opérée vraiment par toutes les fédérations, elle est opérée par celle qui va hériter, donc la Fédération française de football, mais dès la guerre par les différentes fédérations sportives rivales, par exemple la Fédération catholique, parce que c'est une manière aussi de s'ancrer à la défense de la nation, un petit peu pour combattre cette accusation d'ultramontanisme qui court depuis la fin du XIXe siècle. Et les footballeurs passent donc pour de grands patriotes, il y a tout un tas de rubriques, et là, sans doute que la légitimité à l'échelle parisienne, mais aussi à l'échelle nationale, joue. Également, les dirigeants, et là, les dirigeants parisiens surtout, sont au cœur de ce processus-là. Il y a la volonté d'incorporer, de mettre en avant les valeurs sociales les plus légitimes, et en fait, d'emprunter aux instances et aux institutions sociales les plus légitimes les valeurs qu'elles promeuvent. C'est par exemple l'importation du système, de l'organisation et du champ lexical de l'école dans les associations sportives. Vous avez, à partir des années 20, dans les clubs parisiens, la naissance et la prolifération des écoles de football, avec des éducateurs qui se mettent à organiser et à rationaliser la formation technique, l'apprentissage, et il y a toute une dimension éducative qui est promue autour de la pratique du football, qui était en partie absente avant la Première Guerre mondiale, et qui se diffuse donc dans les clubs parisiens, dans l'entre-deux-guerres, et dans les clubs provinciaux à partir des années 30. Donc là, on voit bien aussi une trajectoire légitimante. Et enfin, on a une lutte contre les comportements déviants sur le terrain, puisque l'analyse que j'ai faite, comparée par période des actes de violence et surtout des campagnes de sensibilisation et de répression institutionnelle de cette violence, montre que les dirigeants de football, et notamment parisiens, ce sont eux qui lancent le programme de sensibilisation, d'éducation contre la violence, eh bien, montre qu'il y a un travail de légitimation sociale qui est fait, et avec un objectif qui est d'atteindre un niveau de respectabilité de la pratique. Cette respectabilité de la pratique, d'ailleurs, elle est plutôt accomplie, puisque au cours de l'entre-deux-guerres, les fédérations et les associations sportives vont recevoir l'agrément du ministère de la Guerre, la reconnaissance d'utilité publique, et donc avoir une forme de reconnaissance des pouvoirs publics. Alors pour conclure sur ce travail, je dirais que l'histoire du football parisien, elle met en lumière des enjeux qui me paraissent essentiels dans l'étude du développement du football, mais plus largement de nombreuses pratiques sportives et même de pratiques culturelles. C'est-à-dire que ce triptyque, institutionnalisation, territorialisation et trajectoire sociale, me paraissent des entrées intéressantes pour essayer d'appréhender le développement et la diffusion de tout un tas de pratiques. Alors, c'est en même temps, au-delà de ces vertus supposées extensibles, c'est en même temps une histoire qui est ancrée dans des enjeux locaux et nationaux qui sont fort spécifiques et qui font de Paris et de ses banlieues un espace atypique à l'échelle
nationale, mais sans doute aussi à l'échelle européenne. Puisque, alors que s'amorce le déclin sportif alors de ses équipes et le retrait de la suprématie institutionnelle de ses dirigeants, la centralité de l'espace parisien, de l'espace du football parisien, paradoxalement, se renforce par au moins deux manières. Premièrement, par le nombre de ses pratiquants qui ne décroît pas, alors que l'influence sportive et institutionnelle des pratiquants et des dirigeants, elle, décroît, mais surtout par l'organisation de nombreuses rencontres et compétitions internationales, matchs internationaux de l'équipe de France qui se font quasiment dans l'entre-deux-guerres exclusivement en région parisienne, alors même que la Fédération française de football essaye de promouvoir le football en province, et l'équipe de France est censée être la vitrine promotionnelle de la diffusion du football. La région parisienne accueille aussi les JO de 1924, et notamment son tournoi de football, et surtout la Coupe du Monde 1938, qui fait pour quelques semaines de Paris, selon Jules Rimet dans l'Auto, la capitale mondiale du football. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et j'imagine, sans doute pour vos questions, j'ai joué un petit peu de prolongation.